Bonjour à tous et bienvenue à cette visioconférence. Donc sur le document unique d'évaluation des risques DUER, êtes-vous sûr de tout savoir, donc qui est animé par l'AMETRA 06. Si vous avez la moindre question, il y a une partie questions-réponses à la fin de la visioconférence. Donc n'hésitez pas à poser à ce moment-là vos questions dans le chat. Le replay de la visio sera disponible en début de semaine prochaine sur notre site internet, ainsi que la présentation PowerPoint. Et voilà. Et pour info, le prochain atelier UPE 06 aura lieu mercredi prochain de 8h30 à 10h dans nos locaux sur le thème « Comment développer son entreprise au travers de la communication » et il sera animé par Comeback. Je vais laisser maintenant la parole à l'AMETRA 06. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Julien Cochard, ingénieur en évaluation des risques à l'AMETRA 06. Et pour ce webinaire, je serai accompagné du docteur Jean Passeron pour la partie questions-réponses. Et nous allons aborder le sujet que vous attendez tous, le document unique d'évaluation des risques. Et donc, êtes-vous sûr de tout savoir sur le sujet, suite notamment aux nouveautés que nous allons aborder à cette occasion. Alors, tout d'abord, une brève présentation de l'AMETRA 06, votre service de prévention et de santé au travail, enfin je l'espère. Tout d'abord, les différentes missions que nous avons à remplir sont les suivantes, sont au nombre de 4. Donc, les actions en milieu de travail, les actions en entreprise, ainsi que le conseil en prévention des risques. La surveillance de l'état de santé des salariés, que vous connaissez notamment par le biais des visites médicales, et la traçabilité et la veille sanitaire. Donc, ce sont les 4 missions que nous avons au niveau de l'AMETRA 06 qui sont intégrées dans le Code du travail. Et progressivement, donc suite à la loi de cet été, à partir de mars 2022, 3 nouvelles missions vont être ajoutées, à savoir l'aide à l'évaluation et la prévention. C'est quelque chose en plus qui va complètement nous concerner dans le cadre du sujet qui nous anime ce matin, puisque les services de prévention vont devoir ont cette nouvelle mission d'aider effectivement à l'évaluation et à la prévention des risques professionnels. C'est quelque chose que nous faisions déjà, mais désormais c'est inscrit dans la loi. Mais également accompagner l'analyse de l'impact des changements, notamment les impacts organisationnels, avec tout ce qu'on a connu, notamment l'impact du télétravail, par exemple, sur les changements d'organisation dans les entreprises, et des actions de promotion de la santé. Donc voilà un petit peu quelques nouveaux éléments qui sont apparus suite à la parution de la loi cet été. À l'AMETRA 06, nous avons une équipe pluridisciplinaire, enfin des équipes pluridisciplinaires qui sont animées et coordonnées par le médecin du travail. Et donc, dans cette équipe pluridisciplinaire, nous avons également d'autres métiers comme des infirmiers, des ingénieurs de prévention, des techniciens, des ergonomes, des assistantes santé-travail, des psychologues, des assistantes sociales et des formatrices qui travaillent tous de concert avec le médecin du travail sur la partie technique, prévention et bien entendu médicale. Également des secrétaires médicaux en appui du médecin du travail, une équipe administrative que vous connaissez peut-être notamment dans le cadre de vos différents échanges, et un service adhérent qui est là pour répondre à toutes vos questions d'ordre administratif. Tout cela pour nos 30 000 entreprises adhérentes qui comptent à peu près 206 000 salariés. Au niveau du sujet qui nous anime, alors qu'est-ce que le DUR? Donc, le DUR, c'est le document unique, donc ce qui veut dire qu'il est unique, qu'il est tout seul, et il est tout seul parce qu'il va regrouper les différentes évaluations des risques, qui peuvent être les évaluations du risque chimique, évaluation du risque incendie, biologique, etc., etc. Ce qui veut dire que toutes les évaluations des risques qui sont réalisées dans l'entreprise vont devoir être synthétisées dans ce fameux document. Voilà pourquoi il s'appelle unique. Donc, un peu de sémantique, mais c'est toujours important de savoir d'où vient le nom pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire au final. Ensuite, qui doit réaliser le document unique d'évaluation des risques? Eh bien, toute entreprise à partir de 1 travailleur doit réaliser ce fameux document. Qui est acteur du document unique d'évaluation des risques? Tout d'abord l'employeur, bien entendu, qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité ainsi que protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Mais également, les travailleurs sont aussi des acteurs essentiels
de cette évaluation des risques et de cette prévention en entreprise. Et les travailleurs, selon les instructions de l'employeur, doivent prendre soin de leur santé ainsi que de leur sécurité en fonction des éléments qui leur ont été donnés par l'employeur. C'est-à-dire, si l'employeur a fourni des équipements de prévention, le travailleur se doit de les utiliser. Il se doit de les utiliser notamment pour sa propre santé et sa propre sécurité, mais ainsi que celle des autres personnes qui vont l'entourer. Donc, si il ne respecte pas les règles de l'entreprise, il pourra être mis en cause, effectivement, en cas d'accident, même si cela concerne d'autres salariés. Quand mettre à jour le DUR? Tous les ans, minimum, mais également en cas de changement dans l'entreprise qui viendrait impacter l'évaluation des risques, les nouveaux dangers, nouveaux risques qui viendraient peser sur l'entreprise. À partir de ce moment-là, vous devez les intégrer dès que vous en avez connaissance. Au même titre, en cas de nouvelle information, c'est-à-dire qu'on a eu le cas, par exemple, pour la Covid, à partir du moment où vous avez eu l'information qu'une pandémie était en cours, eh bien, il fallait mettre à jour votre document unique à partir du moment où on avait cette information. Quels sont les risques si le document unique n'est pas présent? Une amende de 1 500 € est prévue au niveau du Code du travail, mais également, en cas de récidive, l'amende se porte à 3 000 € et la faute inexcusable de l'employeur peut être engagée en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, puisque le fait de n'avoir pas réalisé son évaluation des risques peut être un élément à charge au niveau de l'employeur. Passons maintenant à la partie loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Et nous allons voir les modifications qui vont impacter ou pas le document unique d'évaluation des risques de votre entreprise. Donc, ces modifications sont a priori applicables à partir de mars 2022 de ce que nous en savons aujourd'hui. Au niveau de la question qui contribue à l'évaluation des risques, quelques nouveautés ont été intégrées, à savoir, dans un premier temps, le référent prévention, qui est donc référent prévention, correspondant santé-sécurité, donc la personne dans l'entreprise qui va s'occuper de la prévention des risques. Je vous rappelle que toute entreprise, à partir de 1 salarié, doit avoir quelqu'un qui s'occupe de cette partie-là, pas forcément à temps plein, mais au moins quelqu'un qui est le correspondant du chef d'entreprise sur ces éléments-là. Donc, le référent prévention, lui, qui a cette charge dans l'entreprise, peut contribuer à l'évaluation des risques dans le document unique. Les membres du CSE et du CSCCT, à savoir Conseil social et économique, ainsi que la Commission santé, sécurité et conditions de travail, sont consultés sur le document unique ainsi que ses mises à jour. Ils peuvent être également acteurs de la réalisation du document unique éventuellement. Les organismes et les instances de branches professionnelles ont également leur place désormais pour la contribution à l'évaluation du document unique. En tout cas, c'est inscrit dans le Code du travail. Les services de prévention et de santé au travail, comme la METRA 06, sont cités et ont leur place sur cette contribution, ainsi que la CARSAT, donc l'assurance maladie et risque professionnel, l'INRS, l'OPP-BTP et l'ANACT, donc l'organisme du BTP, et l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Enfin, vous pouvez également faire appel à ce qu'on appelle un IPRP enregistré, qui sera un intervenant en prévention des risques professionnels, comme on peut le retrouver au niveau des services de prévention et de santé au travail, mais qui sera enregistré auprès des DRETS, donc l'inspection du travail, qui enregistrera les, entre guillemets, consultants qui vont s'occuper de cette partie prévention. Qui peut consulter le document unique d'évaluation des risques? Les travailleurs, et l'une des nouveautés, c'est également que les anciens travailleurs peuvent consulter le document unique d'évaluation des risques, notamment sur la période qui les concerne. Les représentants du personnel, donc le CSE et le CSCT, comme nous l'avons vu, le médecin du travail et son équipe, ainsi que l'inspecteur du travail, les agents de la CARSAT, de l'ANACT, l'IRSN pour la partie rayonnement ionisant et la SN également pour la partie rayonnement ionisant, ce qui ne concernera pas tout le monde. Comment consulter et conserver et transmettre le document unique d'évaluation des risques? Alors, au niveau de l'affichage et de l'accès au DUR, pas de changement. Il doit être
indiquer, il doit être, en tout cas, les modalités d'accès doivent être affichées à une place convenable et accessible, c'est ce qui est noté dans les textes. S'il existe un règlement intérieur, à côté du règlement intérieur, cette information doit exister. Pas de changement particulier au niveau de l'accès des salariés sur le document unique. Le document unique est donc accessible. Par contre, il est toujours intéressant, comme on le dit souvent, que vous traciez le fait que les salariés aient eu accès à ce document unique. Donc ça vous regarde, mais quelque part, ça peut être un conseil plus par rapport à ce que dit la réglementation. Au niveau de la conservation et de la transmission du DU, point important et une grosse nouveauté, les versions. Donc, c'est ce qu'on préconisait déjà, mais les versions, cette fois, c'est écrit dans le Code du travail, doivent être conservées au minimum 40 ans. 40 ans, pourquoi? Notamment le temps d'une carrière professionnelle. Et donc, les anciennes versions des DU doivent être conservées au moins 40 ans. Autre grosse nouveauté, les documents uniques vont devoir être déposés de façon dématérialisée sur un portail numérique qui sera géré par les organisations professionnelles d'employeurs, et cela à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard le 1er juillet 2024 selon les effectifs des entreprises. Cette plateforme n'existe pas pour le moment, mais elle est en cours de conception et vous aurez des informations dès que nous en aurons à ce sujet et toutes les modalités d'accès, notamment de RGPD, etc., sur le sujet. Mais ça, c'est une nouveauté, effectivement, qui fait partie des gros points de cette nouvelle loi. Et enfin, la transmission du document unique et de ses mises à jour aux services de prévention et de santé au travail. C'est-à-dire que si vous êtes adhérent à la METRA 06, vous devez nous transmettre à chaque mise à jour votre document unique d'évaluation des risques afin que nous le conservions dans le dossier de l'entreprise, ce qui nous permettra de vous aider également à vous conseiller en termes de prévention des risques professionnels. C'est déjà quelque chose que l'on demandait. Cette fois-ci, c'est intégré dans la loi, donc c'est une obligation réglementaire. Ce qui est intéressant de noter, c'est dans le cadre de cette nouvelle loi, une visite médicale de fin de carrière est prévue pour certaines expositions professionnelles. Donc, le fait que vous nous transmettiez votre document unique et donc les éléments sur les expositions professionnelles vont nous permettre de mieux organiser éventuellement, si besoin, ces visites de fin de carrière et de vous conseiller au mieux sur les moyens de prévention qu'il faut mettre en place sans attendre, bien entendu, la fin de carrière des personnes. Le plan d'action du DU. Au niveau du plan d'action, alors, pour les entreprises de supérieur ou égal à 50 salariés, dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est obligatoire. C'est quelque chose qui était bien entendu préconisé depuis longtemps dans notre méthodologie, donc c'est ce qu'on expliquait à nos entreprises adhérentes, mais à partir de mars 2022, le plan d'action tel qu'il s'entend devrait être obligatoire pour les entreprises avec un effectif égal ou supérieur à 50 salariés. Pour les entreprises inférieures à 50 salariés, avec un effectif inférieur à 50 salariés, il est obligatoire d'avoir une liste des actions de prévention. Pas forcément un plan d'action détaillé, mais une liste avec les différentes actions prévues. Maintenant, nous allons voir la méthodologie que nous vous proposons pour réaliser votre document unique d'évaluation des risques qui va intégrer, bien entendu, les nouveautés que nous venons de voir et qui ressortent dans le cadre de la nouvelle loi. Alors, au niveau de la méthodologie, nous allons commencer par les bases, à savoir qu'est-ce qu'un danger et qu'est-ce qu'un risque. Alors, un danger peut être, par exemple, ici matérialisé par un pot de peinture avec un pictogramme que l'on voit sur le pot de peinture qui va indiquer la dangerosité du produit. Au niveau de l'environnement de travail, on va détailler comment on va utiliser le pot de peinture, dans quel environnement, etc. Si on va tout simplement peindre avec un pinceau ou alors si on va pulvériser avec un pistolet à peinture. Et on va identifier l'opérateur. On a ces trois éléments et tant que ces trois éléments ne sont pas en contact, nous avons un danger mais pas de risque. À partir du moment où les trois éléments vont être en contact, nous avons une exposition de l'opérateur au danger et nous avons un risque.
Ce sont des concepts de base, comme vous le voyez bien et comme vous l'avez bien compris, mais par contre, ce sont les éléments qu'il faut absolument maîtriser pour faire une évaluation des risques. Voilà pourquoi nous vous les représentons. Au niveau des points de base également, on retrouve dans le Code du travail les 9 principes généraux de prévention, qui sont des éléments très simples. On va les parcourir très rapidement, mais c'est plutôt la liste des éléments à prendre en considération pour mettre en place une évaluation des risques. Le premier, c'est d'éviter les risques. Effectivement, si vous avez un danger avec un pot de peinture et une peinture très dangereuse, si vous supprimez cette peinture, vous la remplacez par une peinture moins dangereuse, vous aurez tout gagné. Vous aurez évité les risques, vous aurez supprimé le danger. Si vous ne pouvez pas le faire, il faudra évaluer les risques et c'est justement ce qui doit être fait dans le document unique d'évaluation des risques, ni plus ni moins. Une fois que les risques seront évalués, vous aurez donné des poids à chacun des différents risques et en fonction de ce que vous aurez déterminé comme les risques les plus importants, vous trouverez les moyens pour combattre ces risques à la source, à l'origine, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention, notre fameux plan d'action, vous voyez que ça existait déjà, et prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Donc, se poser la question de savoir si on ne peut pas avoir des moyens de prévention qui vont protéger tout le monde et pas seulement une personne à la fois, puisque ce sera plus facile si on protège tout le monde d'un coup et pas seulement personne par personne. Le dernier point qui est souvent omis, c'est un des points les plus importants, c'est donner les instructions appropriées aux travailleurs, donc la formation, l'information. Et ça, c'est vraiment un point qu'il faut aussi vraiment avoir en tête pour avoir une évaluation des risques et donc des actions qui tiennent la route au final. Donc voici les 9 principes généraux de prévention et c'est ça qui doit vous guider tout au long de la réalisation de votre évaluation des risques jusqu'à la mise en place de votre plan d'action. Au niveau de la méthodologie, comment démarrer? Alors, selon la taille des entreprises, quelle que soit la taille des entreprises, plutôt, il vous faudra un pilote, forcément, quelqu'un qui gère le projet, plus ou moins important. Et selon la taille des entreprises, un groupe de travail, plus l'entreprise sera grosse, plus il sera intéressant d'avoir quand même des relais au niveau des différents services, des différentes activités pour tout simplement arriver à palper quels sont les différents dangers, quels sont les différents risques dans chacune des activités. Au plus l'activité sera petite, forcément, au plus un pilote pourra même se débrouiller tout seul. Bien entendu, la consultation des salariés reste essentielle si vous voulez avoir quelque chose qui soit efficace et qui parle prévention. Le document unique ne doit pas être non plus un papier dans un coin. Il faut absolument qu'il y ait cet échange pour que ce soit quelque chose d'efficace. C'est pas grave si votre papier n'est pas très bien fait. Ce qui importe, c'est la culture prévention et c'est vraiment ce que vous faites sur le terrain. Et c'est ça qui sera le plus important. Une fois que vous savez qui va gérer le sujet, on va pouvoir se poser la question, est-ce que vous avez fait quelque chose sur les différents incidents, accidents ou maladies professionnelles que vous avez déjà eus? Est-ce que vous avez mis tout en place pour éviter qu'elles ne se reproduisent? On peut consulter également les rapports de vérification ou les rapports d'expertise que vous avez eus. Donc, les conclusions faites par les experts qui ont mené ces rapports vous permettront d'intégrer également des moyens de prévention à votre document unique. La fiche d'entreprise est un document réalisé par le service de santé au travail. Donc, vous l'avez peut-être, si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à la demander. Et c'est un document typiquement où nous allons, suite à notre visite dans les locaux de votre entreprise, vous indiquer les dangers que nous avons constatés, les moyens de prévention que nous vous proposons pour améliorer la chose. Donc ça peut être accompagné de divers autres documents de prévention de votre service de santé au travail. N'hésitez pas à répondre si vous l'avez reçu ou à nous le demander, le questionnaire diagnostic prévention qui permettra également de vous aider à identifier les différents moyens de prévention et les différents risques que vous avez dans votre entreprise. Les fiches de données de sécurité des produits dangereux, donc à partir du moment où vous avez un pictogramme sur les produits, comme on le voit ici, vous devez avoir un document qui s'appelle la fiche de données de sécurité, qui est réalisé par le fabricant du produit. Donc, vous devez les demander
à votre fournisseur qui doit vous envoyer ces fameuses fiches et ça vous aidera également à regarder la partie risque chimique dans votre évaluation des risques. Enfin, vous pouvez bien entendu vous appuyer sur des documents d'experts de la CARSAT, de l'INRS, de vos branches professionnelles, voire des outils OIRA, qui sont des outils vous permettant de réaliser votre évaluation des risques simplement. Et ce sont des outils qui sont, s'ils existent pour votre secteur d'activité, des outils comprenant certains qui sont dédiés au fait à votre secteur d'activité. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'INRS pour regarder quels sont les différents outils OIRA qui existent afin de vous aider à réaliser votre évaluation des risques. Que doit contenir le document unique? Tout d'abord, des unités de travail. Nous allons revenir dessus, mais ce sont des groupes dans l'entreprise. Donc, on va revenir sur ce concept. Une analyse des dangers pour identifier les dangers de l'entreprise. Une évaluation donc, qui va servir à donner des poids aux différents risques que vous avez dans l'entreprise. Et selon cette évaluation, vous allez déterminer un plan d'action. Donc, ce sont les 4 gros éléments que vous allez retrouver dans ce fameux DU. Et un point, pas des moindres, vous allez relier tout ça avec tout simplement une démarche d'amélioration continue, puisque, comme on l'a dit, il doit y avoir des mises à jour régulières de ce document unique, et à partir du moment où vous avez mis en place un plan d'action, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, à échéance régulière, vous allez reprendre ce document unique, repartir dès le départ pour voir si vous avez amélioré les choses avec vos actions ou s'il y a encore un pas à faire pour aller plus loin. Donc, c'est pour ça que le document unique est vraiment une démarche d'amélioration continue sur la partie prévention des risques professionnels, comme vous pouvez l'avoir sur la partie qualité, environnement, etc. Alors, sur le concept d'unité de travail, vous pouvez avoir dans votre document unique des unités de type transversal. Par exemple, une unité concernant l'ensemble du personnel. On y reviendra, mais ça peut concerner les risques que vous avez pour tout le personnel. On peut avoir également des unités plutôt géographiques, parce que parfois, les risques vont vraiment être liés à un environnement, à un atelier, par exemple. Et donc, vous allez avoir une zone de l'entreprise où certains risques sont particuliers. Et vous pouvez avoir ensuite, bien entendu, des unités de travail plutôt métier. Parce que parfois, comme là, dans ce cas-là, on va avoir des poseurs qui vont poser des cuisines, par exemple. Et donc, les risques sont inhérents au métier. Donc, le concept d'unité de travail, il faut en avoir. Il ne faut pas en avoir trop ni pas assez. C'est facile de dire ça. Enfin, un certain nombre pour pouvoir avoir des groupes homogènes où les risques sont à peu près identiques. Donc, soit pour toute une entreprise, soit pour une partie de l'entreprise géographiquement, ou alors différents métiers. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une personne peut faire partie de plusieurs unités de travail. Ce n'est pas interdit. Ensuite, une fois qu'on a déterminé ces fameux groupes, on va analyser les dangers et on va regarder les différentes sources de danger qui existent dans chacune des unités de travail. Sources de danger qu'on pourra compléter avec un petit détail pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, vous avez à l'écran une liste qui provient du site de l'INRS, enfin d'un document de l'INRS, et vous allez avoir donc différentes catégories de danger, comme vous le voyez à l'écran, ce qui va vous permettre de déterminer les sources de danger. Alors, pour l'ensemble du personnel, on va avoir, par exemple, de l'électricité, parce que tout le monde utilise des appareils électriques, donc tout le monde sera soumis à l'électricité. Donc, on va considérer que l'électricité est un sujet concernant tout le monde. On va le mettre dans l'ensemble du personnel. Et dans le détail, on va expliquer que tout simplement, pour la partie danger électricité, on va prendre en compte tout ce qui est utilisation d'appareils électriques. Pour la partie atelier, on a des équipements de travail qui sont fixes dans l'atelier. Et donc, ces équipements de travail sont des scies circulaires. Et donc, l'utilisation de scies circulaires correspond à un danger présent dans l'atelier. Pour les poseurs, ils ont des manutentions manuelles qui sont liées au transport de matériel et d'équipements de travail. Donc là, on a identifié 3 dangers. On pourrait en avoir beaucoup plus, mais pour les besoins de la présentation, je me suis limité à 3 dangers. Une fois que c'est réalisé, on va identifier les moyens de prévention existants. Pour l'électricité, on a des contrôles réguliers qui existent dans l'entreprise, un contrôle électrique annuel qui est obligatoire, je vous le rappelle, dans le Code du travail. Donc, tous les ans, on a un contrôleur qui vient vérifier que le système électrique
et ne représente pas de danger pour le personnel. Au niveau de l'équipement de travail, on a formé les utilisateurs. Donc, on peut avoir des moyens de prévention de type formation. Pour les manutentions, on a des mesures concernant le personnel, parce qu'on leur a imposé le port de chaussures de sécurité, parce qu'on a estimé que c'était nécessaire par rapport aux charges qu'ils transportaient. On a également des mesures organisationnelles, comme la livraison du matériel au plus près du chantier, puisque forcément, si on porte sur des distances plus courtes, les manutentions seront moins importantes. Et on a également des mesures techniques, puisqu'on les a équipés de caisses à roulettes pour tout ce qui était matériel, tout ce qui était outils. Donc, on peut avoir ces différents types de moyens de prévention qui existent, ces grosses thématiques de moyens de prévention, comme vous le voyez sur la droite de l'écran. Au niveau du risque résiduel, on me pose souvent la question, qu'est-ce que le risque résiduel? On va le voir. Donc, je vous rappelle que l'électricité va être le danger et le risque va être le croisement entre le danger, l'opérateur et l'environnement de travail. Et le risque résiduel va être le risque qui va rester, résiduel, qui va rester une fois qu'on aura pris en compte les moyens de prévention. C'est-à-dire que pour l'électricité, le risque résiduel sera l'électrisation. Si on était parti sur le risque pur, finalement, on aurait pu mettre l'électrocution, qui est la mort. Vu qu'on a un système qui est contrôlé de façon régulière, annuellement, si on met les doigts dans la prise, normalement, si on est en bonne santé, on risquera une électrisation, c'est-à-dire une décharge. Il faudra quand même aller voir le médecin pour voir s'il n'y a pas eu de dégâts. En tout cas, on ne restera pas collé à la prise et on n'en mourra pas, a priori. Pour les équipements de travail, l'utilisation de la scie, on risque une coupure. Et pour les manutentions manuelles, on risque des TMS, des troubles musculo-squelettiques. En termes d'évaluation des risques, comment faire? Alors, il existe beaucoup de méthodologies d'évaluation des risques, énormément, je dirais même. Au niveau de la méthodologie que nous vous proposons, nous avons beaucoup réfléchi au sujet et par retour d'expérience, celle qui fonctionne le mieux et qui est à peu près la moins compliquée, c'est celle qui va concerner la probabilité et la gravité. On va l'expliquer tout de suite. L'idée, c'est tout simplement de réagir sur ce schéma, ce tableau. Et au niveau de la probabilité, on va choisir un chiffre de 1 à 4. Et donc, on va choisir une probabilité d'apparition de très improbable, c'est-à-dire que ça n'arrivera jamais, jusqu'à très probable. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé et ça risque de se produire. Pour l'électrisation, on peut considérer que c'est très improbable, puisqu'on a un système électrique qui est très bien contrôlé, pas de fil dénudé apparent, donc normalement, il n'y a que très très peu de probabilité pour que quelqu'un s'électrise dans l'entreprise. Au niveau de la gravité, on va effectivement faire la même chose. On va aller choisir un chiffre de 1 à 4 allant de 1 bénin, c'est-à-dire petite coupure, pas d'arrêt de travail, par exemple, jusqu'à très grave, la mort ou l'incapacité permanente, pour le 4. Ici, pour l'électrisation, si effectivement on s'électrise quand même, il peut y avoir quand même une gravité importante, tout simplement parce que selon la condition physique de la personne qui va s'électriser, on a quand même une gravité qui peut l'être. Donc, on va choisir 3. On croise les deux dans le tableau, ce qui va nous amener une christicité de 1 fois 3, faible. Donc, on aura un niveau de risque faible. Pour l'atelier, on va faire la même chose. Donc, on a considéré que la probabilité est de 2, improbable, la gravité de 4, très grave, puisque là, on va amputer un membre avec une scie circulaire, donc ce qui peut être effectivement très grave, et laisser une incapacité permanente. Et le niveau de risque va être de 8, substantiel. Suite à cette étape va nous servir à prioriser les actions. C'est-à-dire que vous voyez des belles couleurs qui sont apparues. En fonction de ces couleurs et de ce niveau de risque, on va tout simplement, avec cet autre tableau, déterminer une priorité. On va proposer un délai d'action qui sont des délais indicatifs, bien entendu. On peut tout à fait réagir plus rapidement. Au niveau de l'électrisation, on avait retenu un niveau de risque faible, donc on aura une priorité de 4, et donc une mise en place d'actions si nécessaire. Au niveau de la coupure, on a un niveau de risque qui est substantiel, et donc une priorité de 2,
avec un délai de réalisation qui doit être rapide, bien entendu. Et pour les manutentions manuelles et les troubles musculo-squelettiques, nous avons déterminé une priorité de 3 qui correspond à un niveau de risque modéré. Donc, il faudra prévoir effectivement des éléments dans notre plan d'action de façon un peu moins rapide que pour la coupure, mais un peu plus rapide que pour l'électrisation, puisque nous avons déterminé ces éléments-là en fonction de l'évaluation des risques. Ce qui nous amène à la fameuse liste des actions. Liste des actions que nous allons déterminer en fonction des priorités. Et pour la scie circulaire, l'entreprise peut décider d'acheter une scie sécurisée. Alors, nous avons mis un délai de décembre 2021, nous sommes en novembre, on peut même aller un petit peu plus vite. En décembre 2022, bien sûr, vous aurez compris. Pour la partie manutention manuelle, des tests avec les opérateurs vont être réalisés pour essayer de trouver des équipements de travail plus légers. C'est-à-dire qu'on va investir dans différents équipements de travail pour les tester, et le fait de les proposer aux opérateurs pour qu'ils puissent les tester va permettre de les impliquer et d'avoir aussi quelque chose qu'ils vont utiliser dans le futur. Pour les achats, une fois qu'on aura validé avec les équipes les fameux équipements de travail, qu'on les aura choisis entre ceux qui ont été testés, on pourra décider d'investir en janvier 2022. Enfin, pour le contrôle électrique annuel, nous l'avons réalisé en novembre 2021, nous le réaliserons l'année prochaine en novembre 2022. Donc, on peut également intégrer tout ce qui va revenir à échéance régulière dans cette fameuse liste d'actions. Voilà ce qui est obligatoire jusqu'à aujourd'hui, et ce qui reste obligatoire à partir de mars 2022 pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce qui était déjà proposé à toutes nos entreprises, c'était de réaliser un plan d'action plus détaillé. Et ce qui devrait être obligatoire pour les entreprises à partir de 50 salariés, c'est effectivement de réaliser ce plan d'action de façon plus détaillée en intégrant des éléments complémentaires ou à la liste d'actions, à savoir les conditions d'exécution de ces actions, qui peuvent être, par exemple, soit pour le contrôle électrique annuel, donc on va décider de le mettre en place par un organisme compétent, passer par le fournisseur habituel pour les achats de matériel, la scie et les équipements de travail plus légers, et indiquer le nombre de semaines pour lesquelles vont être testés les différents équipements qui vont être testés. Les coûts estimatifs, donc tous ces éléments sont désormais inscrits dans la loi. Donc, ce sont des coûts prévisionnels, bien entendu, mais il faudra intégrer une estimation des coûts, des indicateurs de résultats. Alors, pour les indicateurs de résultats, ce qui a été indiqué, par exemple, pour le contrôle électrique annuel, ce sera la date du rapport et le nombre d'actions présents dans le rapport du contrôleur. Et pour les tests sur les équipements de travail, on va indiquer au niveau de l'indicateur quels ont été les équipements qui ont retenu la majorité des suffrages des salariés. Les personnes ressources et les personnes en charge de la mise en place de ces actions. Donc, on va devoir nommer les différentes personnes clés pour réaliser ces actions. Ce sont les 4 éléments qui sont cités dans le Code du travail au niveau du plan d'action. Bien entendu, vous pouvez en rajouter, mais ce sont le minimum qui doivent être intégrés au niveau de ce plan d'action. Ce qui nous amène à le pourquoi du comment, parce qu'une fois qu'on va faire la mise à jour, les éléments qui sont prévus dans le plan d'action vont devoir repasser dans la partie existante. C'est l'objectif. Donc, quand vous allez mettre à jour votre document unique, une fois que vous aurez acheté la scie sécurisée en décembre 2021 et pas en 2022, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez la réintégrer dans les moyens de prévention existants. On revient donc sur le bouclage du document unique. Une fois que le plan d'action est mené, on repasse au niveau des éléments existants, ce qui va nous permettre de réévaluer les risques et de voir si on a gagné quelque chose au niveau de notre plan d'action. Ce qui nous amène
au point amélioration continue, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Donc, vous avez bien compris qu'il y a cette boucle qui va se réaliser, cette notion d'amélioration continue, et on va en permanence se re-questionner à échéance régulière pour savoir si les éléments qui ont été mis en place dans le cadre du plan d'action ont permis de gagner en termes de risques professionnels et donc ont limité les accidents du travail et les maladies professionnelles pour vos salariés et bien entendu vous-même également. Ce qui nous amène à la question pourquoi réaliser ce document unique. J'espère que la réponse vous vient seule. Donc, c'est tout simplement faire le point sur votre prévention. Pourquoi faire le point sur la prévention? C'est tout simplement voir ce à quoi vous êtes exposé et voir si ce que vous faites est suffisant ou pas. Ça permet également de consulter les salariés et leurs représentants, ce qui est un élément effectivement essentiel pour que la culture de prévention et vos moyens de prévention que vous avez décidé de mettre en place soient acquis et soient réalisés sur le terrain. La mise en place d'un plan d'action qui vous permet d'avoir une ligne de conduite sur le long terme au niveau des actions que vous allez mener. Et enfin, dernier point, s'il fallait encore le préciser, tout simplement remplir son obligation réglementaire. Donc, ce sont en résumé les 4 points qui peuvent répondre à cette question. Pourquoi réaliser un document unique d'évaluation des risques? Il en existe d'autres, mais on pourra l'aborder dans la partie questions-réponses. Enfin, comment vous aider? Parce que maintenant que je vous ai présenté ces différents éléments, vous avez peut-être besoin d'aide complémentaire, n'hésitez pas à faire appel à votre service de prévention et de santé au travail. Nous réalisons régulièrement des ateliers sur la partie prévention des risques professionnels, notamment sur la partie comment réaliser son document unique d'évaluation des risques. Nous sommes également présents pour vous accompagner sur la réalisation de ces documents uniques, comme on l'a vu dans nos missions, qui vont être intégrées dans la loi, qui ont été intégrés dans la loi et qui vont apparaître à partir de mars 2022, mais c'est quelque chose qui existait déjà depuis 10 ans chez nous. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour qu'on puisse vous aider sur cette partie-là. Vous pouvez également faire appel aux autres partenaires prévention, à savoir les DREETS, tout ce qui provient de la Direction générale du travail, le ministère du Travail. Donc, tous ces documents peuvent vous aider, ainsi que les inspecteurs du travail. N'hésitez pas également à aller voir le site de l'INRS, qui contient énormément de documents, comme on l'a vu, comme les outils OIRA, qui vont vous permettre de vous aider sur la partie document unique. La CARSAT, donc chez nous, la CARSAT Sud-Est, qui va pouvoir également vous aider sur la partie prévention des risques professionnels, et bien entendu, vos organisations professionnelles qui peuvent être moteurs sur cette partie-là. Certaines vous aident aussi à réaliser le document unique, donc n'hésitez pas à faire appel à elles, à faire appel au plus de monde que vous pouvez pour sortir gagnant de cette thématique et arriver à mettre en œuvre votre document unique de façon la plus cohérente possible. Voilà. Je vais repasser la parole à Lauriane. Merci à Julien pour la présentation et place aux questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat pour qu'il puisse y répondre. Alors, merci Lauriane. Alors, je vois que nous avons pas mal de questions. Merci d'ailleurs pour votre participation. Alors, nous avions une question. Comment s'inscrire aux formations DER de l'AMETRA 06? Très bonne question. Merci de nous l'avoir posée. Tout simplement, vous pouvez vous y inscrire en allant sur notre site internet www.ametra06.org où vous trouverez nos différentes formations et notamment la formation document unique d'évaluation des risques. Sinon, si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil. Nous serons ravis de vous répondre. Vous pouvez également, bien entendu, passer par votre médecin du travail, qui est l'animateur et le coordinateur de l'équipe pluridisciplinaire. Donc, n'hésitez pas soit à aller en direct sur le site internet, soit à aller consulter votre médecin du travail ou votre interlocuteur privilégié au niveau de l'AMETRA 06. Alors ensuite, nous avions une question qui recoupait un petit peu comment bénéficier d'une aide à la rédaction du DER. Donc c'est vrai que cette aide, je peux compléter aussi là-dessus, et je ne l'ai pas dit, toutes nos actions à la METRA 06 sont comprises dans la cotisation, donc pas de crainte sur un surcoût supplémentaire.
C'est-à-dire quand vous adhérez à la METRA, vous adhérez à un package global. Vous n'avez pas que les visites médicales, vous avez aussi droit à toutes ces aides que je vous ai citées, les formations, les accompagnements. Donc, tout ce package est compris dans la cotisation, donc pas de surcoût complémentaire à ce niveau-là. N'hésitez pas à en profiter, à nous solliciter. Nous serons ravis de vous aider si vous le souhaitez. Alors, une autre question, peut-on se servir de la fiche d'entreprise pour faire le document unique d'évaluation des risques? Effectivement, comme je vous l'ai indiqué peut-être un petit peu rapidement, la fiche d'entreprise est un document que nous allons réaliser au niveau de la METRA 06, au niveau des services de santé au travail. Nous allons détailler, si vous vous rappelez bien, les dangers, les risques et les moyens de prévention, ainsi que les préconisations que nous allons vous faire. Donc, globalement, c'est la même chose que le document unique. La seule chose qui va différer, c'est que vous allez devoir ajouter le plan d'action qui va être issu de l'évaluation des risques que vous aurez réalisé. Donc, évaluation des risques et plan d'action, ajouté à la fiche d'entreprise, vaudra DER. Donc, n'hésitez pas également à nous solliciter si vous n'avez pas encore la fiche d'entreprise, afin qu'on puisse vous fournir finalement une partie de la matière pour faire le document unique d'évaluation des risques. Et dans le cadre des logiciels que nous utilisons, nous pouvons effectivement vous fournir une fiche d'entreprise et un document unique précomplété. Donc, je dirais, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur le sujet pour avoir ce package complet. Alors, une autre question, si un ancien travailleur veut voir le DERP et qu'il n'existe pas au sein de la structure, quel est son moyen de secours? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, l'obligation de mettre en consultation le document unique aux anciens travailleurs arrivera à partir de mars 2022. Il y a encore des zones un petit peu de flou à éclaircir sur le sujet. Je dirais que je n'ai pas toutes les réponses encore, et donc il y aura sûrement des décrets qui vont venir compléter un petit peu ces éléments. Et un juriste aussi aura peut-être plus de clés que moi sur cet élément. Donc, je ne m'avancerai pas trop. Alors, par contre, si le document unique n'existe pas, là, il y a un problème, il faut le faire. Mais en tout cas, s'il existe, les anciens travailleurs, à partir de mars 2022, y auront accès. Donc, ils devront pouvoir le demander en direct à l'entreprise, a priori de ce que nous avons compris des textes, mais à valider avec les décrets qui vont paraître et un juriste à partir de mars 2022. Et par contre, si le document unique n'est pas fait, il faut absolument le faire au plus vite. Nous sommes un centre d'affaires avec plusieurs clients qui travaillent dans nos locaux. Devons-nous les considérer comme salariés? Effectivement, pour les centres, lorsqu'il y a ce qu'on appelle coactivité, c'est-à-dire plusieurs entreprises qui vont travailler dans un même endroit, et donc des entreprises extérieures qui vont travailler dans un endroit où des salariés travaillent, c'est-à-dire typiquement, vous allez faire intervenir un électricien. Vous avez une société tertiaire, vous faites intervenir un électricien. Vous, votre métier, c'est du travail de bureau, globalement, en termes de risque professionnel, bien sûr. Et l'électricien, lui, son métier, c'est de poser des prises. Vous n'avez pas forcément de connaissances en électricité et lui n'a pas forcément de connaissances sur le travail tertiaire. Donc, il va vous amener des risques et vous allez lui amener des risques. Donc, ces risques qui vont être liés à ce qu'on appelle la coactivité ne vont pas être gérés au niveau du document unique d'évaluation des risques, mais au niveau de ce qu'on appelle un plan de prévention. Donc ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire peut-être, ou d'un accompagnement de nos équipes sans problème, puisqu'on a un modèle qui existe et on pourra vous aider sur ce sujet. L'idée, c'est de savoir quels sont les risques qu'amènent les uns aux autres et qui se charge de mettre en place les moyens de prévention pour limiter ces risques. Alors, d'autres questions. Le programme annuel est-il un document distinct du DER ou peut-on considérer que l'ajout de nouvelles rubriques sur le DER tient lieu de programme de prévention? C'est une question intéressante et je dirais que c'est à vous de voir quel est le plus simple pour y répondre.
Au niveau du modèle que nous proposons à nos adhérents, historiquement, nous avions un modèle avec d'un côté une évaluation des risques et un plan d'action, ce que beaucoup de sociétés utilisent. Et petit à petit, nous sommes passés sur un modèle intégré, un gros tableau qui intègre à la fois l'évaluation d'un côté, le plan d'action juste après. Pourquoi nous avons fait ça? Tout simplement pour simplifier la vie, parce que quand on n'a qu'un tableau à mettre à jour, c'est plus simple que d'en avoir deux. Donc, je dirais que c'est un petit peu vous qui voyez quelle est votre solution préférée. Mais c'est vrai que si vous avez un seul tableau Excel, par exemple, que vous allez pouvoir trier selon ce que vous préférez, selon ce que vous souhaitez, à mon sens, ce sera plus simple pour notamment la mise à jour. Donc ça, je dirais, chacun voit ce qu'il préfère. Alors, bonjour, nous venons de créer le document unique de l'entreprise, mais la société existe depuis plus de 10 ans. Quels sont les risques? Eh bien, quels sont les risques? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question qu'il faudra poser à un juriste, à savoir que normalement, effectivement, vous auriez dû réaliser les documents uniques depuis une dizaine d'années. Maintenant, vous l'avez fait, vous avez entamé une démarche de prévention. Fort heureusement, vous n'avez peut-être pas eu d'accident du travail ou de maladie professionnelle grave. Donc, quelque part, il n'y a pas de risque particulier. En tout cas, ce qui est important, c'est de l'avoir fait aujourd'hui. Mais pour la partie antériorité, ça, je n'arrive pas à jauger réellement les risques. Donc, ça, c'est une question qu'il faudra poser à un juriste. Alors, comment procéder pour analyser les risques lorsque la plupart des salariés sont en télétravail? De la documentation suffit-elle, entre parenthèses de la prévention au risque incendie et électrique par exemple, ou doit-on réaliser des vérifications au domicile des salariés? C'est vrai que c'est une question qui s'est fortement posée depuis un peu plus d'un an et demi. En termes d'accident du travail, le chef d'entreprise reste responsable en cas d'accident du travail. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est que même en télétravail, vous devez évaluer les risques de vos salariés. Par contre, au niveau de savoir quel est le niveau maximum que vous devez mettre en place, ça, je dirais que nous n'avons pas encore de jurisprudence qui s'opère. Donc, je dirais qu'effectivement, il y a différentes entreprises qui appliquent différentes solutions. Pour la partie risque incendie, au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait installer des extincteurs au domicile de ses salariés. Et ça irait un petit peu loin. Pour la partie contrôle électrique, alors certaines grosses sociétés le mettent en place, mais en général, les entreprises passent plutôt sur une déclaration de bonne foi au niveau des salariés, savoir s'ils ont une installation électrique qui est aux normes. Pour cette question, il faudra également s'aider d'un juriste pour voir tous les tenants et les aboutissants sur le sujet. Quoi qu'il en soit, par contre, vous devez quand même évaluer les risques liés au télétravail. Et je dirais au-delà des risques physiques, comme on a cité, incendie électrique, il faut effectivement penser à tout ce qui va concerner les risques psychosociaux qui vont être liés à l'organisation du travail. Alors, il y a des apports qui sont très importants sur la vie, la qualité de vie au travail grâce au télétravail, mais il y a aussi des notions d'isolement qui peuvent aller justement peser sur les risques psychosociaux des salariés, pardon. Donc, c'est vraiment un sujet entier qui fait appel non seulement aux risques physiques, mais aussi aux risques psychosociaux. Donc, à évaluer et à valider auprès d'un juriste pour les bonnes mesures et jusqu'où aller. Doit-on intégrer la pénibilité au travail dans le document unique d'évaluation des risques? Si oui, comment intégrer dans le document unique cette fameuse pénibilité, cette évaluation de la pénibilité au travail, par exemple les vibrations mécaniques, main, bras ou corps entier? Alors, effectivement, dans cette présentation, nous n'avons
pas abordé cette partie, entre guillemets, pénibilité, qui depuis 4 ans maintenant, ne s'appelle plus pénibilité, mais accrochez-vous, certains facteurs de risque professionnel, pour ne pas dire pénibilité. Donc, on a 10 facteurs de risque professionnel qui sont listés dans le Code du travail, à savoir des facteurs de risque qui vont avoir un effet à long terme sur l'organisme, et 6 d'entre eux vont être des facteurs qui vont devoir être évalués par le chef d'entreprise pour savoir si on va dépasser un certain seuil d'exposition auprès des salariés. Typiquement, le travail de nuit va être un facteur dit de pénibilité ou qui va rentrer dans ces facteurs de risque-là. Et donc, si un certain nombre de nuits est dépassé, à ce moment-là, on va rentrer dans un système qui va rentrer dans le cadre du compte professionnel de prévention. À ce niveau-là, vous avez une évaluation à part pour la pénibilité, mais le travail de nuit, vous l'avez également évalué dans le document unique. Donc, je dirais que oui, tous les éléments concernant la pénibilité vont rentrer en ligne de compte dans le document unique. Simplement, votre évaluation que vous allez faire dans le document unique ne sera peut-être pas forcément la même au niveau de ces facteurs, entre guillemets, de pénibilité. Ce qui est important, c'est qu'il faut que les deux sujets soient traités, document unique et pénibilité. Quoi qu'il en soit, vous devez, ça c'est une obligation réglementaire, vous devez intégrer le pourcentage de salariés qui sont exposés à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils fixés par la réglementation. Je pense que j'ai perdu à peu près la moitié des personnes avec cette explication. Donc, le plus simple, si vous avez des questions sur le sujet, c'est de nous appeler. On en discute et en atelier document unique, on voit ces éléments-là beaucoup plus en détail en tout cas, et on pourra répondre à vos questions de façon plus précise et de façon plus cohérente, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe, qui a beaucoup bougé depuis 2011, et on espère qu'il ne bougera plus. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, il faut évaluer ces éléments et intégrer les résultats dans le document unique. L'évaluation des risques sera peut-être différente de l'évaluation de la pénibilité. En tout cas, il faut intégrer tous les éléments. Et il faut avoir un endroit dans le document unique où on inscrit le pourcentage de personnes qui seront exposées à ces facteurs au-delà d'un certain seuil. Alors, comment obtenir le questionnaire préalable à la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques? Eh bien, je dirais le plus simple, c'est de nous contacter justement pour que nous puissions vous fournir tous ces éléments et jauger avec vous quel est le meilleur moyen de vous aider en fonction de là où vous en êtes, de la taille de votre structure, parce que forcément, on ne va pas réagir de la même façon entre un boulanger qui a 3 salariés et une société qui a 150 salariés. Donc, je dirais, contactez-nous et on essaiera de répondre au mieux à votre question et à vous donner les documents qui sont les plus pertinents pour que vous puissiez réaliser cette évaluation des risques. Alors, excusez-moi. Voilà. On avait une autre question, effectivement, auquel je n'ai pas répondu sur la partie vibration mécanique qui était liée à la pénibilité. Alors, il existe la possibilité de faire des mesures, on peut vous accompagner sur le sujet. Je dirais qu'il y a une autre solution qui est assez simple, où vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse vous l'expliquer et vous donner tous les éléments. Mais sur le site de l'INRS, il existe des outils qui s'appellent OSEV, O-S-E-V, qui vont vous permettre de répondre à certains questionnaires, un petit questionnaire, en fonction des équipements de travail que vous avez, soit les vibrations main-bras, soit les vibrations corps entier. Et ça va vous permettre de vous donner une préévaluation sur la partie vibration. C'est vrai qu'il y avait cette question spécifique sur les vibrations. N'hésitez pas à aller voir les outils OSEV, OSEV, qui répondront à cette question de façon pertinente. Et n'hésitez pas à faire appel à nous pour qu'on puisse vous aider. Alors, dans le calcul de l'évaluation des risques, vous proposez P fois G. Dans nos évaluations, nous rajoutons le risque d'exposition, soit P fois G fois E. Effectivement, je vous l'ai dit, il existe beaucoup de méthodologies d'évaluation des risques. Nous avons choisi probabilité gravité tout simplement pour essayer de ne pas trop perdre les personnes, parce qu'avec 2 facteurs, c'est déjà assez compliqué.
Vous pouvez tout à fait en rajouter un troisième, un quatrième, un cinquième, autant que vous voulez. Simplement, attention à deux choses, la complexité et la répétibilité de la démarche. Donc, le fait de rajouter une notion d'exposition qui est liée aux moyens de prévention existants peut être important ou pas, peut être complexe ou pas plutôt. Le calcul de l'indice de risque brut peut se faire avec la notion fréquence d'exposition au danger et le calcul F fois G. Alors, là, on rentre un petit peu dans des débats techniques sur les méthodologies. La fréquence d'exposition peut fonctionner pour certains risques, typiquement les manutentions manuelles. Plus vous allez porter du poids, plus vous allez avoir une probabilité d'avoir des troubles musculo-squelettiques, au-delà d'un certain seuil, bien sûr. Pareil pour la partie risque chimique. La fréquence, effectivement, peut jouer. Plus vous allez être exposé, plus vous allez respirer une substance dangereuse, plus vous allez pouvoir développer une maladie. Par contre, pour les risques physiques, l'utilisation d'une scie circulaire, ce n'est pas parce que vous l'utilisez tous les jours, toute la journée, que vous allez plus vous couper un doigt que si vous l'utilisez une fois par an. Donc, la notion de fréquence, il faut y faire attention. On parlera plutôt de fréquence d'apparition d'un risque ou de probabilité plutôt que de fréquence d'exposition, puisqu'on peut avoir un biais sur le calcul qui peut intervenir. Très bien. Alors, on a encore beaucoup de questions, mais vu l'heure, nous allons nous arrêter là, si vous le voulez bien. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et nous vous recontacterons si besoin, si nécessaire, hein, pour répondre a posteriori. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes là pour vous aider dans le cadre de cette évaluation des risques professionnels, qui est plus ou moins facile en fonction de votre activité, de votre taille d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous et nous essaierons de faire le maximum pour vous. Voilà, Lauriane, je pense qu'on a fait le tour. Oui, c'est super, merci beaucoup. Et voilà, vous n'hésitez pas à retrouver la présentation sur notre site internet dès lundi, ainsi que le replay de la visioconférence sur notre site et sur notre chaîne YouTube.